Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce premier journal de la saison sur TV Fil 78 en ce 1er septembre. J'espère que vous avez passé un bel été. Nous allons revenir du lundi au vendredi, vous en avez l'habitude, sur l'actualité locale. Voici donc les titres de ce mardi. 302 872, c'est le nombre d'élèves à avoir repris le chemin de l'école ce matin dans le département. Nous reviendrons sur les enjeux de la rentrée, mais aussi sur le baptême du feu des enseignants stagiaires. Comment vivent-ils leur début et comment sont-ils préparés à accueillir nos enfants? Lui aussi fait ses premiers pas, mais en tant que préfet, Serge Morvan vient d'être nommé à la tête du département, portrait de celui qui officiait jusqu'à présent auprès du secrétaire d'État à la réforme territoriale. Et puis l'invité ce soir, Bertrand Decré, le président du MEDEF des Yvelines. Avec lui, il sera question de la rentrée économique, des attentes des chefs d'entreprise, alors que vient de se refermer à Jouy-en-Josas l'université d'été du syndicat des patrons. Un anniversaire pour débuter, celui de la disparition de Louis XIV. Le 1er septembre 1715, le roi Soleil s'éteignait. Plusieurs événements sont organisés cette semaine pour honorer le plus célèbre des monarques. Concerts d'orgue, dîner royal et même courses pédestres. Ce sera dimanche prochain. Un site internet a été ouvert, leroiestmort.com. Vous y trouverez les informations autour de l'exposition du même nom qui ouvrira en octobre au château de Versailles. Les plus addicts aux nouvelles technologies ont même vécu cette journée sur Twitter. Un compte spécial a été lancé pour revivre la disparition minute par minute du souverain. Nous allons donc largement parler de la rentrée scolaire à présent. Avant d'évoquer le cas des élèves et des enseignants, comment avez-vous vécu cette reprise? Êtes-vous heureux de retrouver vos collègues, de reprendre le travail? Selon le site kappa.fr, cette journée est plutôt vécue comme les autres par les Français, même s'ils avouent se lever tout de même un petit peu plus tôt pour se préparer. Nous sommes allés vérifier tout ça dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines aujourd'hui. Alors, je suis contente la demi-journée, puis après les ennuis commencent, donc on est un peu moins content, mais bon, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien, donc je me plains pas. Des fois impatient pendant les vacances, quand on gère sa boîte, on est des fois impatient de reprendre les dossiers, donc on décroche pas vraiment, et après on revient au boulot, on est content, tout le monde est là, et ça repart pour une année, quoi. On est plutôt content de retrouver les collègues, on est reposé, il a fait beau, et puis on a envie que l'activité économique redémarre pour pouvoir mieux repartir en vacances l'année prochaine. Si, on est quand même content, oui, contente, mais bon, faut reprendre le rythme tout simplement. J'aime mon travail, alors ça ne me dérange pas de revenir travailler. Ouais, la première journée, elle est un peu cool. Youpi, on regarde le calendrier, puis on attend le mois de décembre. La rentrée a été parfois un peu plus compliquée pour les élèves après 2 mois de vacances. Il faut reprendre donc ses bonnes habitudes. Ils étaient, je vous le disais tout à l'heure, 302 872 dans le département ce matin. Des collégiens, des lycéens et des élèves de primaire à reprendre le chemin de l'école. Face à eux, près de 20 000 enseignants. Des enseignants inquiets dans le second degré avec la mise en place progressive de la réforme du collège qui mise sur l'interdisciplinarité et l'autonomie, mais qui prévoit aussi la suppression des sections bilingues, par exemple. Un mouvement de grève a été annoncé par les syndicats pour le mois d'octobre. Dans le premier degré, moins d'angoisse, même s'il y aura quelques nouveautés, notamment l'enseignement moral et civique. Nous en parlerons dans notre édition de demain, plus en détail avec le directeur de l'Académie de Versailles. Pour le moment, écoutez ces élèves et leurs parents à la sortie des écoles. Ça s'est passé comment alors? C'est bien. Bien. C'était justement la question que j'étais en train de lui poser. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. C'était bien. On a fait des maths. On a écrit dans les cahiers. On a fait des coloriages. On a joué. On a fait des activités. Et c'est tout. Ça a été impeccable, rentrée au CP, donc ça a été. Non, il y a eu des pleurs de la petite fille et de la maman aussi. Ça s'est bien passé, Lisa? Oui? Bon, bah voilà. La peur des parents toujours. On continue à parler de rentrée scolaire du côté des enseignants. Nous avons voulu savoir comment étaient formés les professeurs de première année. Dans les Yvelines, chaque année, ils font leur pré-rentrée dès le mois d'août. 4 jours pour les accompagner, leur donner de précieux conseils. Florane Parfait et Yves Abstenberger pour les images. Plus étudiants, mais pas encore enseignants, ces 360 professeurs des écoles stagiaires yvelinois sont rassemblés dès la fin du mois d'août pour faire leur pré-rentrée. Au programme de cette première journée, une conférence et des ateliers afin de les orienter sur leur mission. On a plus de renseignements concernant notre rentrée, donc comment va se dérouler le mois de septembre notamment, parce que c'est pas toujours évident. Voilà, on entre dans le métier, donc c'est bien d'avoir des informations.
La première étape de ces 4 jours d'accueil vise aussi à les rassurer. À partir de ce 1er septembre, ils enseigneront à mi-temps dans l'une des 40 écoles du département. Quand on se dit que mardi les élèves arrivent et qu'on ne connaît toujours pas le niveau dans lequel on va intervenir, c'est un petit peu angoissant, mais bon, c'est un métier d'adaptation, donc on est tout de suite dans le vif du sujet et c'est assez stimulant. Pour ces futurs professeurs, dont la majorité a moins de 30 ans, l'accent est mis sur le tutorat. Tout au long de l'année, chacun sera encadré par un professeur des écoles titulaires ainsi qu'un universitaire. Le tuteur qui va venir l'observer ne va pas se contenter de lui faire un rapport écrit. Ça permet un suivi beaucoup plus régulier et un accompagnement pour le voir fonctionner concrètement sur le terrain. Le département est un des plus importants en termes d'élèves et d'enseignants. 8500 professeurs sont répartis dans le premier et le second degré sur les 31 circonscriptions des Yvelines. Voilà pour l'aspect technique de cette formation des enseignants stagiaires, mais de la théorie à la pratique, il y a parfois un fossé, un gap. William, elle, a suivi Solène hier et aujourd'hui dans son école des Essarts-le-Roi pour ses tout premiers pas face à ses élèves. Ils les connaissent, tu les guides un petit peu. D'accord. Une comptine, une chanson, et puis ce que tu attends d'eux, de ne pas crier dans la classe. Bon, vas-y, essaie. 24 heures avant la rentrée, Solène, professeure stagiaire en maternelle aux Essarts-le-Roi, reçoit ses derniers conseils. Tout doit être parfait avant le jour J pour accueillir ces 28 élèves qui effectueront leur première rentrée des classes avec elle. Pour que les élèves se sentent à l'aise avec des activités à disposition. Voilà, donc oui, c'est vraiment quelque chose d'important, leur proposer plusieurs choses, plusieurs activités, à la fois des jeux, à la fois de la manipulation, pour leur faire découvrir la classe. Agencer la classe et préparer les activités, mais aussi réfléchir et mettre en place les projets pour l'année, avec toujours une petite appréhension. C'est tout à nouveau une nouvelle expérience, donc oui, un peu de stress, de la découverte, de l'inconnu, mais en même temps c'est très intéressant. Une préparation supervisée par un professeur titulaire qui est là aussi pour rassurer un peu sa collègue. Oui, beaucoup de questions, plus que d'appréhension, mais un stress de la rentrée qui est parfaitement logique. Il y a l'air d'avoir beaucoup de travail avant et c'est intéressant parce que justement c'est plus de l'échange que du... je suis pas là pour faire tuteur. 24 heures plus tard, en ce jour de rentrée, la classe de Solène est remplie et surtout bien animée. Attends Yanis, 2 secondes, viens, regarde ce qu'on va faire. Attention à toi Clara, tu rapprocher les tables. Jongler entre les ateliers et s'occuper de chaque enfant, une première journée de travail bien remplie. Et même si tout était préparé, il y a toujours une réorganisation de dernière minute. Qui est-ce qui rentre à la maison Alors, Sacha non, Chloé, je sais pas. Arrive l'heure du repas, la jeune professeure peut enfin souffler quelques instants. Non, ça s'est bien passé, assez peu de pleurs en fait, je suis étonnée. Ils sont tous intéressés aux ateliers, ils ont joué, on a raconté une histoire, donc globalement bien quand même. Cette année, Solène sera responsable de sa classe 2 jours par semaine. Le reste du temps, elle continue ses cours à l'université. Mais avec 28 élèves, il faudra encore un peu de temps pour mémoriser tous les prénoms. Bertrand Decré, le président du MEDEF dans les Yvelines, est l'invité de ce premier journal de rentrée. Bonsoir, et bienvenue en plateau, bonne rentrée à vous. Merci. Dans un instant, on va évoquer l'université d'été de votre organisation patronale. C'était la semaine dernière à Jouy-en-Josas. Et puisqu'il sera bien évidemment question d'économie, un mot tout de même pour terminer sur la rentrée scolaire, sur les prix des fournitures scolaires. D'après le baromètre annuel de l'association Famille de France, le prix moyen de la rentrée s'élève cette année à 190,42 €, une hausse de seulement 0,7% par rapport à 2014. C'est donc plutôt la stabilité qui est de mise. Élodie Moine s'est rendue auprès des commerçants qui s'attendent aussi à quelques derniers jours de rush. Nous, en règle générale, on n'augmente pas les prix. On maintient le même prix que l'année dernière. Certaines promotions sont encore plus intéressantes. Et c'est le même prix. On n'a pas augmenté les prix. On négocie mieux avec les fabricants. Et on maintient les prix. Et si nécessaire, on baisse notre marge. Bertrand Decré, vous êtes vous-même en dehors de vos fonctions de responsable du MEDEF dans le département, gérant d'un supermarché. Les prix des fournitures scolaires, on est plutôt sur une stabilisation globalement? Je confirme cela. C'est pas, j'ai un chef de fonction plutôt alimentaire, donc pas tout à fait bazar. Mais j'ai aussi des fournitures scolaires en petit nombre. Et en cela, j'ai suivi l'organisation de la centrale et on est plutôt dans cet axe-là. D'ailleurs, peut-être on peut élargir, on parlait des fournitures scolaires et vous l'avez fait remarquer, vous n'avez pas tant de fournitures scolaires que ça dans votre établissement, plus de produits alimentaires. Là aussi, on est sur une stabilisation des prix ou il y a des augmentations, des diminutions? Comment ça se passe? Parce que ça reflète aussi la vitalité économique en France, par exemple.
Globalement, on va éliminer tous les produits de cours, que sont les fruits et légumes, le porc, enfin les produits qui ont eu assez de péripéties cet été, qui obéissent à des cours. Donc là, qui ont des volatilités selon les demandes mondiales d'offres et de demandes. Pour le reste, il est clair qu'aujourd'hui, ce qui est la guerre des prix dans la distribution est une réalité et elle a plutôt tendance à tirer vers le bas. Parce qu'il y a une crise économique et qu'il faut plutôt baisser les prix pour continuer à attirer les clients ? Moi, je ne le crois pas. Alors maintenant, c'est personnel. Je pense que la guerre des prix est mortifère pour la société. Elle est immédiatement... elle est séduisante parce qu'elle permet d'avoir des prix bas et donc d'attirer les clients. Sur le long terme, effectivement, on va ajuster sur les fournisseurs, sur les salaires, enfin tout ça. Et pour moi, c'est une spirale négative. Alors que des prix un peu plus hauts, qui seraient effectivement, on permettra pour l'achat un peu jouer par l'achat, mais permettrait peut-être plus d'emplois. Plus de stabilité pour l'entreprise et plus de gains pour les pays. C'est difficile à faire passer comme message malgré tout auprès du consommateur. D'expliquer qu'il faut. C'est un message de réalité. C'est un message. Vous savez, ça fait partie des trophées de Pierre Gattaz. On va parler de notre université. Il a parlé du V de vérité. Il ne faut pas faire des vrais constats, si vous voulez, aujourd'hui. Se mettre seulement le pouvoir d'achat en tête. Quand on est au chômage, si vous voulez, le pouvoir d'achat, ça devient autre chose. Ce qui est plus important, c'est d'avoir un boulot et d'avoir des entreprises qui ne ferment pas. Pour moi, ça, c'est plus fondamental. Tous les ans, à jouer en Josas, donc le syndicat des patrons organise son université d'été. C'est de ce sujet dont on va parler à présent. Rendez-vous très médiatisé, souvent marqué par des déclarations polémiques. Cette année, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, a ainsi provoqué la colère des socialistes. Il a critiqué les 35 heures, mais il a nuancé un petit peu ses propos quelques jours plus tard. Votre avis sur ces déclarations et ce retrait un petit peu, Emmanuel Macron qui est revenu sur ses propos? Sur les gentilles déclarations des ministres socialistes, à notre ministre d'été, on est habitué. Après le j'aime l'entreprise, l'année précédente. Exactement, l'année dernière. Alors maintenant, entre la déclaration d'amour ou le geste, ce qui nous intéresse sont les actes qui vont suivre. Plus précisément sur ce qu'a dit Emmanuel Macron, mais tout le monde sait que les 35 heures, ça ne marche pas. Tout le monde sait que le gâteau, on ne peut pas le partager, que c'est la croissance qui permettra de revenir à l'emploi. Donc, évidemment, les dogmatiques du Parti socialiste ont hurlé, mais parce qu'ils sont dogmatiques, justement. Mais Macron a raison. Quand vous l'avez entendu revenir un petit peu sur ses propos en disant c'est pas tout à fait ça que je voulais dire, les 35 heures, c'est pas si mal, enfin, ménager un peu la chèvre et le chou. Sur les politiques. Ça vous déçoit ? Mais ça nous déçoit. Parce qu'il a été très applaudi, Emmanuel Macron, lors de ses premières déclarations. J'irais jusqu'à dire qu'on est tellement habitué qu'on devient fataliste sur ce cas-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, on sait qu'on a au moins un ministre qui est capable de lucidité. Ça, c'est déjà pas mal. Mais la réalité des 35 heures, pour revenir sur ce sujet des 35 heures, la réalité des 35 heures dans une entreprise, par exemple, comme la vôtre, ça signifie quoi? Ça permet d'embaucher plus, vous embauchez moins, ça vous coûte plus cher, moins cher? Comment ça fonctionne? Parce que c'est critiqué, mais derrière tout ça, c'est quoi la réalité des 35 heures dans un établissement, un supermarché comme le vôtre? La réalité des 35 heures, c'est que c'est un dogme stupide. Stupide, parce que vous avez des catégories de population différentes et vouloir obliger systématiquement tout le monde, hommes, femmes, jeunes, mariés, célibataires, à travailler le même nombre d'heures par semaine, c'est liberticide et c'est stupide. On a aujourd'hui... Il faut bien réguler tout de même, il faut bien des limites, des normes. Les limites et les normes. Alors qui fixe les normes? Ce sont les patrons qui vont fixer. Mais non, mais des normes. Moi, je pense qu'elles se fixer de gré à gré. Moi, j'ai des salariés dans mon établissement, j'ai des salariés, j'ai le cas très précis, de mères de famille qui ont un boulot d'appoint. Elles ont un mari qui travaille, elles ne veulent pas avoir un temps complet. Elles veulent avoir, parce qu'elles ont besoin d'un complément de salaire, j'ai ce cas-là. J'ai des étudiants. Et ça, vous ne pouvez pas le faire? Non. C'est compliqué Non, avec mais les 35 heures? Ça, on peut le faire. Au moins, on peut le faire. Mais j'ai aussi des jeunes hommes célibataires, qui pourraient faire à l'inverse, qui pourraient travailler 40 heures, 45 heures, parce qu'ils décident, ils sont en phase de construction de leur patrimoine, et qu'ils auraient envie de gagner plus. Mais parce que c'est la question que j'allais vous poser derrière. Ils gagneraient plus dans ces cas-là. Pour moi, mathématiquement, c'est faisable. Pour moi, attendez, c'est un équilibre. C'est pas travailler plus pour gagner pareil. Non, c'est un équilibre. C'est un équilibre à avoir, si vous voulez, aujourd'hui, si vous voulez, la vérité économique, c'est ça le V de vérité. Et aujourd'hui, une entreprise peut rémunérer une masse de salaire, c'est un pourcentage.
généralement, on sait exactement, par type de profession, quel est le seuil critique à ne pas dépasser. Au-delà, eh ben, on reste dans le rouge. Une entreprise qui est dans le rouge, elle ferme. Quand elle ferme, elle licencie tout le monde. Tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. L'université d'été qui vient donc de se refermer, c'était la semaine dernière. Et ce sont les jeunes qui étaient au cœur des discussions. C'était la thématique de cette année. Plus globalement, avant de parler des jeunes, on dit souvent que l'université d'été du MEDEF, d'une année sur l'autre, se ressemble, tout simplement parce qu'il y est toujours question de baisser les charges, de revenir sur les 35 heures. Ça vous énerve? Alors, oui. Lorsque vous entendez ça, je sais que ça vous énerve. On en a parlé juste avant que l'émission commence. Alors, d'abord, elles ne se ressemblent pas toutes. Alors, si elles se ressemblent toutes dans leur excellence, dans la qualité de leurs participants. Là, mais sur ce qu'on entend, toujours la même chose. Sur ce qu'on y entend, mais c'est vrai. On martèle ce discours. Bon, celle de cette année, c'était Formidable jeunesse, le thème. Formidable jeunesse, c'est un message d'espoir, d'optimisme sur l'avenir, pour dire aux autres que les patrons sont optimistes, qu'ils veulent voir l'avenir plus clément. Mais pourquoi est-ce que nous parlons toujours des mêmes choses? Parce que nous ne sommes pas entendus. Il est évident aujourd'hui, et maintenant ça a empiré, que les charges qui pèsent sur le travail sont des plus lourdes d'Europe. C'est un constat. Mais je vous repose la même question. Partons d'un exemple concret. Le vôtre, vous êtes chef d'entreprise. Les charges sociales, les charges patronales, ça représente quoi? Ça vous empêche d'embaucher? Complètement. Non, mais complètement. Parce que c'est là-bas. Moi, j'avais proposé un jour à un ministre. Je lui avais dit, écoutez, je suis prêt à embaucher à l'euro des chômeurs contre mes charges. C'est-à-dire que, bon, les charges patronales, dans les 100% de salaire, de masse salariale que je pèse, là-dedans, j'ai une part importante des charges patronales. Si je vous prends un chômeur, vous ne le payez plus. Et moi, ce que vous auriez dû le payer, vous me l'enlevez en charge. Donc, c'est une affaire neutre pour vous. Par contre, moi, je m'engage à embaucher. La différence, c'est que vous avez un chômeur, on a un homme au travail. Et ça a été accueilli comment? Il m'a dit, alors, et je ne dirai pas le nom du ministre en question, il m'a dit, mais si on faisait ça, monsieur Decré, nous vous donnerions la main. C'était cette année, un ministre qui est venu vous voir? Je ne vous en dirai pas plus. C'était l'année dernière? Mais on vous donnerait la main. Et il est plus pratique pour nous d'avoir des chômeurs que des hommes sur emploi. Ça, je ne vous donne pas le nom du ministre. On y part pour cette université d'été à présent. Retour sur les différentes thématiques qui étaient abordées, la façon dont tout cela s'est déroulé. C'était donc la semaine dernière à Jouy-en-Josas sur 2 jours. Formidable jeunesse. En baptisant son université d'été ainsi, le MEDEF entendait faire de la place aux jeunes. Mais si les déclarations d'amour ne manquaient pas sur scène, Pierre Gattaz n'a pas oublié pour autant de lister ses attentes envers le gouvernement. Législation du travail à réformer, fiscalité à alléger et complexité administrative et réglementaire à continuer de travailler avec ténacité herculéenne. Et le gouvernement qui mènera à bien cette réforme sera historique. À travers le thème de la jeunesse, ce sont en tout cas les grands défis mondiaux qui ont été abordés pendant ces 2 jours, démographie ou encore digitalisation de l'économie, un sujet évoqué en présence des présidents en France de Facebook et de Google, Laurent Soli et Nick Leader. Parmi les multiples conférences, celle consacrée à l'environnement, alors que se tiendra à Paris dans 2 mois la COP21, rencontre pilotée par les Nations Unies sur les changements climatiques. Professeur de philosophie, maire adjoint de Versailles, François-Xavier Bellamy est intervenu sur le sujet. Au fond, nous vivons dans un monde qui est profondément marqué par une forme d'individualisme. Ce qui est très important, c'est que les jeunes soient bien conscients que dans l'invention, dans l'innovation, dans la créativité, il y a des vrais gisements d'activité, de développement au sens profond du terme, qui soient en même temps un développement durable. À l'heure de la mondialisation et pour s'attarder sur la place des jeunes des pays du Moyen-Orient ou encore d'Afrique dans l'économie de demain, Sa Majesté la Reine Rania Al Abdullah de Jordanie et l'artiste Youssou N'Dour, aujourd'hui conseiller auprès du président sénégalais, avaient fait le déplacement. L'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est plus l'Afrique d'avant. L'Afrique d'aujourd'hui, c'est win-win, gagnant-gagnant. L'Afrique, tout est à construire, mais nous voulons participer à la construction de notre continent. D'ailleurs, l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Ce sont des relations. Il faut respecter quand même les pays. De nombreuses déclarations, autant d'ambition, mais difficile de savoir ce que pensaient les principaux concernés. Les jeunes, plutôt absents de ce rendez-vous. Pour ceux qui ont assisté à l'université du MEDEF, il faudra maintenant passer de la parole aux actes. Qu'est-ce que j'attends de mes aînés? J'attends qu'ils m'apprennent vraiment à savoir faire face chaque jour à ce qui va nous attendre et surtout dans le monde de l'entreprise. Ouais, j'ai des inquiétudes parce que comme le monde aujourd'hui, le monde des entreprises en France marche moins bien qu'il marchait il y a 20-30 ans. On a un peu peur de ne pas pouvoir trouver de travail en tant que jeune plus tard, mais
Mais on a confiance en la France, on pense que tout va bien se passer quand même. Les jeunes qui sont confiants malgré tout, mais tout de même un petit peu d'inquiétude pour trouver un emploi. Je ferai juste une parenthèse, il n'y en avait pas beaucoup des jeunes sur l'université d'été du MEDEF. C'est un peu normal. Des jeunes chefs d'entreprise, il n'y en a pas encore beaucoup. Ils sont jeunes, ils vont apprendre. J'espère que les jeunes d'aujourd'hui seront demain au MEDEF. Mais la réalité des jeunes, en tout cas, pour le monde du travail aujourd'hui, on dit souvent les jeunes quittent la France parce que c'est plus simple d'aller travailler ailleurs. Vous le constatez? Est-ce que dans le département, les entrepreneurs vous remontent ce genre de choses? Alors, je vous remonte, puis déjà, en fait, je suis aussi père. J'ai 3 enfants. Dans mes 3 enfants, il y en a un qui est déjà à l'étranger. C'est vous qui lui avez dit? Vous lui avez non, dit c'est mieux de partir à l'étranger? Il l'a constaté? Mais pourquoi? Parce qu'elle a trouvé des règles, des choses différentes, et elle mène une très belle carrière internationale, parce que c'est une fille, à l'étranger. Bon, c'est une réalité. Aujourd'hui, j'ai autour de moi beaucoup de jeunes qui partent travailler à Londres, qui partent travailler ailleurs, parce qu'ils ne trouvent pas leur épanouissement. Alors, maintenant, je ne vais pas être de ceux qui vous disent attention, tout va se barrer, il faut aussi construire. C'est pour ça d'ailleurs que le MEDEF vous parle des jeunes, parce que les jeunes, on veut les garder, nous. Nous, les patrons, on veut les garder chez nous, on veut les avoir avec nous. On est très engagés dans l'apprentissage, parce qu'on y croit énormément. On a d'ailleurs eu une tribune totale sur l'apprentissage. Il y a eu une signature d'un pacte d'engagement pour le supérieur aussi avec les universités, les grandes écoles, pour faciliter l'intégration des jeunes dans l'entreprise. Tout à fait. Et d'ailleurs, le MEDEF 78 va participer avec les Saint-Quentin à pas mal de choses pour justement intégrer les jeunes. Et nous travaillons énormément, parce que ce sont demain les valeurs de demain. La jeunesse, ce sera les actifs de demain. Donc nous devons nous investir. Le président du MEDEF des Yvelines, invité de ce journal. Une toute dernière question, oui, non, pour terminer. Michel Combes, ex-PDG, Alcatel-Lucent, qui pourrait empêcher presque 14 millions d'euros pour son départ, comme le vice-président du MEDEF. Vous aussi, vous êtes choqué? Mais plus que cela. D'abord, j'en ai assez en tant que patron, parce que moi, je suis un patron, un chef d'entreprise. J'ai créé mon entreprise. Elle m'appartient. Cet homme est un salarié. Il est un salarié comme les autres, alors c'est plutôt de l'autre côté. Et que il touche 14 millions d'euros, c'est quasiment le chiffre d'affaires de mon entreprise. Moi, je fais vivre 40 personnes avec ça, je me paye, je fais vivre des fournisseurs. Donc ça, il faut que ça cesse. Mais oui, parce que c'est un salarié. La seule réalité, si c'était un patron à part entière, même titre que vous, ça vous aurait choqué? Non, parce que c'était pas un patron comme moi n'aurait jamais pris un ticket comme ça. Il aurait vendu des actions, il aurait un capital. La seule justification pour moi de l'argent excessif, entre guillemets, c'est le risque. C'est parce qu'il a investi, et puis généralement, vous verrez, les patrons patrimoniaux, généralement, n'ont pas de golden parachute. Seuls les patrons salariés. Merci Bertrand Decré, président du MEDEF des Yvelines, invité donc aujourd'hui pour cette reprise du journal de la rédaction. Merci à vous et à bientôt. Du changement à la tête du département durant l'été, Serge Morvan a remplacé le préfet Erard Corbin de Manjou au poste de préfet. Le passage de relais entre les deux hommes s'est fait à la fin du mois d'août. C'est son premier poste de préfet. Serge Morvan, 56 ans, prend la tête du département des Yvelines. Jusqu'à présent, homme orchestre de la réforme territoriale en tant que directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé de ce dossier. Il accompagnera le redécoupage des intercommunalités qui sera effectif dès le 1er janvier. Parmi les autres dossiers qui l'attendent, la création d'une aire de grand passage des gens du voyage dans le sud des Yvelines. Dossier toujours reporté par ses prédécesseurs. Il devra aussi se pencher sur des questions de sécurité avec le phénomène de radicalisation de certains jeunes musulmans, phénomène en augmentation notamment en zone prioritaire. Son prédécesseur, Erard Corbin de Mangou, vient lui d'être affecté à la Cour des comptes. Il quitte le département sur une victoire contre le maire Front National de Mantes-la-Jolie. À sa demande, la justice vient de suspendre le projet de ce dernier d'installer un poste de police municipale sur l'emplacement d'une future mosquée. On en vient au sport avant de refermer cette première édition. La 18e édition du Paris-Brest-Paris s'est déroulée à la fin du mois d'août. Tous les 4 ans, les amateurs de cyclotourisme parcourent 1200 km et une fois de plus, Saint-Quentin en Yvelines était au cœur de l'événement. Plus de 6000 inscrits venus de 66 pays, 2500 bénévoles, record d'affluence battu. Le Paris-Brest-Paris n'a plus grand-chose à prouver en termes de notoriété. Sans esprit de compétition, uniquement pour l'amour de la petite reine, les cyclotouristes se réunissent tous les 4 ans à la fin du mois d'août. Et cela dure depuis plus d'un siècle. La première édition remonte à 1891. Parmi les habitués, le président de la Fédération de cyclotourisme, c'était sa 11e participation. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait que 700 participants. Il n'y avait personne au bord des routes. Voilà. On dormait dans de la paille. Vous voyez quand même que les temps ont un peu changé, quoi. Donc, et depuis tout ce que j'ai fait, la météo est différente. Cette année, on a eu une météo exceptionnelle, un petit peu ratée sur le dernier jour, mais bon, vraiment, c'était les conditions idéales pour faire cette randonnée qui est déjà difficile sur le plan du relief.
Si le Paris-Brest-Paris est un plaisir, il n'en demeure pas moins difficile. Il faut faire face aux intempéries, à la fatigue et aux imprévisibles problèmes techniques. Je crois que c'est avant tout une question d'entraînement. Et l'entraînement porte quand même il y a l'entraînement physique, mais il y a également l'entraînement mental. Une aventure comme Brest-Paris se prépare aussi bien physiquement que mentalement. Il y a de la souffrance, il n'y a pas que du plaisir. Les moins aguerris ont 4 jours pour boucler le parcours. Il faut en moyenne 85 heures pour accomplir les 1200 km et traverser Fougères, Loudéac ou encore Carhaix. Mais cette année, l'Allemand Björn Lander a établi un nouveau temps de référence, 42 heures et 26 minutes. Au début, c'était facile, sur les 2 premiers tiers. Mais après, les 400 derniers kilomètres, c'était plus dur. Mais ça va, le vélo était parfait, les routes aussi. Le Paris-Brest-Paris reviendra à Saint-Quentin-en-Yvelines en 2019 et l'on devrait une fois de plus assister à un défilé de montures, de la plus classique à la plus excentrique. Et notez déjà dans vos agendas le retour du 7-8 Sport dès lundi 7 septembre à 18h30 et à 19h30. Mickaël Elmidoro vous attend pour le coup d'envoi de la nouvelle saison. Demain, dans le journal, nous parlerons une fois de plus de cette rentrée des classes avec le directeur académique des Yvelines. Il sera en plateau pour dresser un premier bilan. Rendez-vous à 18h pour le direct, 19h pour la première rediffusion et 22h30 également à suivre sur notre antenne. Ce journal est à retrouver aussi sur le site internet. Excellente soirée.